Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Christian Cambon. Bonjour. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. On va parler de la loi de programmation militaire de la Turquie, mais on commence évidemment par l'Ukraine et cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky ce week-end. Volodymyr Zelensky qui a donc passé la nuit à Paris. Hier, il a dîné avec Emmanuel Macron qui lui a donc annoncé que la France formerait et équiperait plusieurs bataillons avec des véhicules blindés et des chars légers. Mais toujours pas d'avions, contrairement à ce que demande le président ukrainien. Il a raison, Emmanuel Macron. Et l'affaire des avions, elle est un tout petit peu plus compliquée que ce que l'on en dit, parce que pour bénéficier d'un appui aérien, il faut effectivement avoir un matériel. Le matériel doit être piloté par des pilotes expérimentés. Puis tout autour, il y a toute une logistique qui doit se mettre en place. Un avion, c'est 10 à 20 personnes qui doivent l'entretenir et le préparer. Donc il y a déjà sur un certain nombre de bases françaises la préparation d'Ukrainiens à avoir une aviation. Après, c'est une décision qui effectivement peut intervenir. J'ai quelques éléments de réflexion, mais c'est au président de la République d'annoncer le moment venu cette décision. Peut ou doit intervenir pour vous? Est-ce qu'il va falloir finir par livrer des avions? Je pense que malheureusement, compte tenu de la tournure des événements, il y aura un moment où il faudra aider l'Ukraine à assurer son appui aérien. Je rappelle quand même qu'on fait un certain nombre d'efforts sur la protection antiaérienne. On a déjà fourni des missiles extrêmement performants. Nous avons envoyé des Mamba. On a un système SAMT qui est un des systèmes les plus performants du monde sur la sécurité aérienne. Les Anglais ont du reste aussi envoyé des missiles Storm. Donc, mais la France se prépare à les envoyer, ces avions? C'est pas à moi de faire cette annonce. Je pense qu'il y a effectivement ce problème est pris en compte actuellement et le président de la République et le ministre des Armées regardent ce sujet avec attention. Ils nous en tiennent informés, c'est très bien. Justement, l'Élysée dit ce matin, livrer des avions, c'est prématuré. Prématuré par rapport à quoi? Est-ce que la seule explication, c'est celle que vous nous donnez? C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas la formation, ou est-ce que c'est un problème aussi d'organisation interne à la France? Pas assez de matériel à mettre à disposition. Il est sûr que la France ne peut donner que ce qu'elle a. Nous n'avons pas un nombre d'avions, que ce soit des Rafales ou que ce soit des Mirages. En l'occurrence, il s'agirait de Mirage et pas de Rafale, qui est un appareil beaucoup plus sophistiqué. Il pourrait s'agir de Mirage. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas là pour annoncer l'arrivée de Mirage. Est-ce qu'il y a un risque de dépouiller notre armée française en livrant? Non, il n'y a pas de risque. Vous savez, par exemple, le fait d'envoyer des AMX-10, ce sont des chars qui marchent extrêmement bien, mais qui sont en fin de vie, puisqu'ils sont peu à peu remplacés par sur les avions spécifiquement. Sur les avions spécifiquement, évidemment, si vous envoyez des avions, vous ne les avez plus. C'est exactement comme les canons César. Donc c'est un risque qui va devoir être pris en compte dans la loi de programmation militaire, dont je vais être le rapporteur ici dans cette maison, pour faire en sorte de regarnir nos effectifs aériens. Nous avions déjà vendu et prélevé sur nos effectifs des Rafales, vous vous en souvenez, pour la Corse, la Corse. Oh là là, quel vilain lapsus. Pour la Grèce et la Croatie, bien évidemment, il faudra tenir compte de ces envois. Mais encore une fois, rien n'est décidé et de toute façon, ce n'est pas au Parlement de le décider. On va revenir sur la programmation militaire, mais pour continuer sur Volodymyr Zelensky, qui a donc fait une tournée express. L'Italie, l'Allemagne, l'Europe, la France, tout ça en un petit peu plus de 24 heures. C'est le signe pour vous que la contre-offensive ukrainienne est imminente? Oui, je pense que globalement, ils sont prêts. Il y a un certain nombre d'ajustements en termes de matériel, d'après les renseignements que nous avons, mais je pense que le moral y est, le projet est là. On voit dans la banlieue de Bakhmout un certain nombre d'offensives qui permettent de contrer l'offensive russe qui avait été annoncée. Les difficultés des Russes sont connues. Les pertes en vie humaine du côté russe sont absolument innombrables. Et donc, je pense effectivement qu'il peut y avoir non pas un retournement, car nous étions plutôt dans une situation assez stabilisée, mais il y a la volonté de la part de l'Ukraine. Effectivement, il y a toujours cette volonté de reprendre les terrains du Donbass, les terres du Donbass, et peut-être même la Crimée. Donc, elle doit aller jusque-là, la contre-offensive ?
Le Donbass et la Crimée ? Ce n'est pas à moi de le dire. En tous les cas, le Donbass sûrement, puisque effectivement, il y a, là en l'occurrence, il y a eu une agression, il y a eu une occupation militaire. La première intention, je pense, de l'Ukraine, c'est certainement de reprendre les oblasts du Donbass. Oui. À quelle échéance pour vous elle aura lieu cette contre-offensive ? Je n'en sais rien. Franchement, nous n'en savons rien. On a des hypothèses, mais si je le savais... Vous pensez qu'hier, Volodymyr Zelensky est venu aussi informer ses alliés européens ? Je pense qu'il a informé le président de la République de ses intentions, et je pense qu'a commencé à être évoqué l'après-guerre, parce que si jamais des négociations se mettent en route, démarrent, il faudra bien évidemment que ce soit aux conditions qui assurent à l'Ukraine la souveraineté et la sécurité, et que jamais plus une telle effroyable crise se déclenche. Qui sont lesquelles ? Vous pensez, excusez-moi, vous pensez que cette guerre pourrait s'arrêter rapidement ? Non, pour l'instant, je ne le pense pas. Je pense que la diplomatie ne peut rien faire pour l'instant. Et seule l'Ukraine peut décider de déclencher une négociation déjà de cessez-le-feu. La paix, c'est encore beaucoup plus compliqué à évoquer, mais je ne vois aucun signe pour l'instant qui nous permet de dire que ce conflit va s'arrêter. Ce matin, dans le journal L'Opinion, Emmanuel Macron dit que la Russie ne doit pas gagner la guerre militaire. Au-delà des mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'en empêcher ? Bon, alors je sais que des sanctions nouvelles ont été envisagées. Je ne suis pas franchement convaincu de l'efficacité des dispositifs de sanctions, parce qu'on voit du reste dans les résultats économiques de la Russie que celle-ci a réussi à redéployer vers l'Inde, vers la Chine et vers l'Asie un certain nombre de ses capacités de production. En ce qui concerne le dispositif militaire, ce que l'on voit, c'est que la Russie souffre énormément, a perdu énormément, notamment au niveau des blindés. Vous avez vu que le défilé du 9 mai n'a fait apparaître qu'un char historique. On se demandait où étaient les autres. C'est tout de même un signe. Et il faut évidemment que cette agression s'arrête, car ce n'est pas une guerre, c'est l'agression d'un pays membre du Conseil de sécurité, je le rappelle quand même, et signataire de la Charte des Nations Unies. Et il faut que quelque part, les succès militaires obligent la Russie à arrêter cette agression. C'est aussi le but de la contre-offensive pour vous, de pousser la Russie à la négociation ? Je le pense, oui. Et Emmanuel Macron, qui dans cette même interview à l'Opinion, dit que la Russie a déjà perdu géopolitiquement la guerre. C'est le cas pour vous ? Je crois effectivement que, vous savez, si on regarde une carte du monde et qu'on regarde le Donbass, c'est vraiment une pastille sur la carte du monde. Et avoir déclenché une telle guerre et s'être mis à dos, si j'ose dire, près de 150 pays dans le monde, c'est quand même un véritable échec de la part de Poutine, qui pensait du reste qui pensait vraisemblablement, je ne suis pas un exégète de la pensée de Poutine, mais je pense qu'il croyait que l'Europe allait se séparer et mettre en avant ses intérêts économiques ou des positions différentes. Or finalement, ce que Poutine a réussi, c'est à rassembler l'Union européenne, qui en avait bien besoin du reste à cette époque-là. Et on voit que l'un de ses plus grands échecs, c'est dans l'Europe du Nord, puisque des pays aussi réservés qu'était la Finlande vis-à-vis de l'OTAN sont en train de nous rejoindre. Et là aussi, c'est un résultat, je crois, qui n'était pas du tout attendu par les Russes. Est-ce que vous dites, comme Emmanuel Macron, que la Russie entre dans une forme de vassalisation à l'égard de la Chine ? Il y a effectivement le risque pour la Russie d'être à la remorque de la Chine, qui regarde cette affaire avec le plus grand intérêt, parce que la Russie est un immense territoire, gorgé de richesses de toutes sortes. La Chine a besoin de moyens en énergie, notamment. Et donc, actuellement, par exemple, ils font une très bonne affaire, les Chinois, en achetant du pétrole et du gaz russe à très bas prix, à très bas coût. Et donc, je pense qu'il y a des intérêts économiques pour la Chine, et qui risquent effectivement de placer la Russie, qui a perdu tous ces marchés en Europe, et elle risque d'être dans une situation de dépendance. Et jusqu'au moment où, du reste, la Chine ne supportera plus l'état de guerre, parce que vous savez, les Chinois, ce sont des gens qui font du commerce. Et pour faire du commerce, il faut la paix. Et là, pour l'instant, les tensions sont telles que même en Chine, cela déclenche une sorte de crise économique, notamment au niveau des taux de croissance. Et peut-être qu'un jour, la Chine trouvera que la situation est difficile. En tous les cas, nous, ce que nous avons dit
à nos interlocuteurs chinois quand on les a vus, c'est qu'ils avaient un rôle essentiel pour obliger Poutine à venir autour de la table. Ils sont les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui? Je pense qu'ils ont un rôle important. Il y a d'autres pays, notamment la Turquie, qui gardent un contact tout à fait important avec la Russie et avec l'Ukraine. Maintenant, en ce qui concerne l'Europe, c'est à la fois difficile de fournir des armes et puis d'être un petit peu dans le rôle de l'arbitre. On parle de la Turquie, Fabrice, dans quelques secondes, mais une dernière question. Vous nous parliez tout à l'heure des garanties de sécurité qu'il va falloir donner à l'Ukraine dans l'après-guerre. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il faut l'arrimer à l'Europe, à l'Union européenne? Je pense effectivement que l'origine de cette guerre, c'est le choix des Ukrainiens de vivre selon les valeurs de l'Europe. Valeurs de démocratie, respect des libertés. Et je pense que c'est cela que Vladimir Poutine n'a pas pu supporter parce que c'était un pays dont l'histoire est intimement mêlée à celle de la Russie. Et évidemment, les Russes peuvent imaginer qu'il puisse y avoir un effet de contagion. Donc l'Ukraine a vocation, comme d'autres pays, à rentrer dans l'Union européenne. Ça ne doit pas se faire à n'importe quelle condition, parce qu'on a vu dans le passé que des pays qui étaient rentrés trop rapidement avaient subi après des crises où on avait fait subir à l'Europe tout entière. Mais je pense qu'effectivement, l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'Union européenne. Des premières démarches ont été lancées, vous le savez. Alors évidemment, tout ça est assez long, mais ce sera un des éléments certains qui permettront de mieux assurer la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine en Europe. On parle de la Turquie, Fabrice ? Oui, absolument. Vous évoquiez à l'instant lors de la Turquie ses attaches avec Moscou. Autre actualité en Turquie, c'est l'élection présidentielle. On se profile on s'achemine vers un second tour pour Erdogan. Deux questions. Alors, plutôt serrées a priori. Un, est-ce que ce résultat vous surprend? Deux, est-ce que ces résultats, vu de votre fenêtre, sont fiables? Alors, est-ce que ces résultats nous surprennent? Déjà, je salue la participation. Enfin, vous avez vu que 92% des Turcs ont voté. Ça fait rêver? Ça fait rêver. Des chiffres qui nous font rêver. Ça fait rêver en France? Oui, parce que ça n'existe plus depuis longtemps et je vois pas quand est-ce que ça recommencera. Mais enfin, donc c'est quand même l'expression d'un peuple. Bien. Le deuxième fait notoire, c'est que pour la première fois, il va y avoir un deuxième tour. Ça n'existait pas précédemment. Et le fait que Erdogan ait été conduit à tenir un deuxième tour est quand même une forme d'échec pour lui, même si effectivement les chiffres qui sont rapportés aujourd'hui, avec un différentiel, et puis un troisième candidat très nationaliste, oui, dont on 5%. Représente 5%, ouais. Les 5% qui manqueraient finalement au candidat de l'opposition pour l'emporter. Donc tout ceci n'augure pas, à mon avis, et encore une fois, compte tenu des informations qu'on a de la nuit, n'augure pas le départ d'Erdogan dans 15 jours. Il va gagner pour vous? Je pense qu'il y a des risques. Alors, il y a plus de 5000 observateurs qui sont présents. Il n'a pas été rapporté, à notre connaissance, ce lundi matin, de fraude massive. Mais 15 jours, vous savez, c'est long. Et l'envie d'Erdogan de rester au pouvoir, c'est une envie somme toute naturelle, mais peut laisser place à, évidemment, beaucoup d'incidents, beaucoup de problèmes. Oui. Lesquels? Il y a plus de... peut frauder. Enfin, ce sont des pays qui ont connu ça dans le passé. Il peut y avoir des pressions, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des incidents qui... vous savez, les autorités qui sont plutôt dans le nationalisme ont toujours les moyens de rassembler leur peuple autour, effectivement, d'accusations portées contre l'étranger, ce qui a été le cas tout autour de cette campagne. Enfin, a priori, je pense que Erdogan a plusieurs chances d'être réélu. Ziposé, c'est un pays qu'il faut regarder avec la plus grande attention. Je rappelle qu'il est à la pointe extrême de la zone orientale des forces de l'OTAN. Je serai cette semaine à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Luxembourg pour en délibérer. Et c'est un résultat qu'il faudra, à partir du moment où ce résultat n'est pas soumis à des contestations
il faudra en tenir compte, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle pour la France. Il n'a pas eu des mots tendres, ni envers la France, ni envers le président français. La relation entre la France et la Turquie, dont nous essayons de maintenir la qualité ici en France, mais n'a pas toujours été très bonne, n'est pas très bonne, alors qu'il y a une amitié qui relie ces deux pays. La Turquie est un grand pays, mais elle connaît une crise économique absolument incroyable, 85% d'inflation. Hein, je ne sais pas quel pays pourrait supporter ça très longtemps. On achète maintenant les oignons à l'unité. Vous avez vu ces reportages. Donc tout ceci est quand même inquiétant. Un grand pays qui aspirait à rentrer dans l'Europe. Oui, enfin, est-ce encore la volonté de la majorité de ce pays? Il y a une partie manifeste, une partie des Turcs qui souhaiteraient rentrer dans l'Europe, une autre, la réponse dans 15 jours. On va parler de la loi de programmation militaire. Elle a été votée en commission à l'Assemblée nationale vendredi. Elle arrivera au Sénat au mois de juin. Vous en serez le rapporteur. 413 milliards d'euros sur 7 ans. Est-ce que c'est une enveloppe à la hauteur de la situation? Est-ce que vous voterez ce texte tel quel ou vous allez y apporter des modifications? Alors déjà, nous allons regarder avec attention cette semaine comment le texte est ressorti de la commission. D'après les premières indications que j'ai, il n'a pas été trop modifié, mais bien évidemment, c'est ce qui va se passer dans l'hémicycle qui va nous donner des indications précieuses. Et nous aurons à prendre en compte et à étudier le texte qui sera sorti de l'Assemblée. Nous avons commencé un long travail d'investigation avec les rapporteurs qui m'épaulent dans cette lourde mission. Le problème des 413 milliards, si vous voulez, d'abord, c'est une somme colossale. Enfin, je veux dire, on a même du mal à se représenter ce que ça signifie, 413 milliards. C'est quand même 100 milliards. Bon, il y a une contestation sur les 13 milliards supplémentaires, mais enfin, 100 milliards de plus n'est pas rien. Alors bien sûr, il y a des éléments qui viennent un petit peu calmer un peu la perception que l'on a de cet effort. D'abord parce qu'il va y avoir une part très importante qui va être mangée par l'inflation. On parle de 30 milliards, donc vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. 30 milliards qui ne viendront pas pour les équipements. Et puis, après, moi, le problème n'est pas pour moi de savoir si c'est 413, 430 ou 628. Le problème est de savoir ce que l'on va faire de cet argent. Et pour savoir ce que l'on va faire de cet argent, ce qu'il faut, et ce qui a peut-être un petit peu manqué au départ, c'est une revue stratégique qui indique bien quelles sont les menaces. Pourquoi a-t-on une défense et pourquoi renforce-t-on notre sécurité dans notre pays? C'est pour faire face à des menaces. Ces menaces, quelles sont-elles? D'abord, elles sont changeantes. Deuxièmement, une loi de programmation, elle va aller jusqu'en 2030. Moi, je suis dans l'impossibilité de vous dire dans quel état sera le monde en 2026, alors, 28 ou 30. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? Il faut le dépenser pour renforcer et continuer l'effort qui a été envisagé et qui a été mis en œuvre avec la précédente loi de programmation militaire, qui a globalement été respectée. Et au final, je rappelle quand même qu'on aura quasiment doublé, on sera passé de 39 à environ 70 milliards, les moyens que la France consacre à sa propre défense et à sa propre sécurité. Il faut les mettre, bien sûr, sur des équipements nouveaux, mais il ne faut pas avoir la fascination des équipements nouveaux. On a eu trop souvent le cas, vous vous souvenez de cette affaire des hélicoptères dont 50% étaient au sol parce qu'il n'y avait pas les pièces détachées, il n'y avait pas les pilotes, il n'y avait pas l'entraînement. Donc moi, je vais faire très attention à ce que l'on appelle la MCO, c'est-à-dire la mise en condition opérationnelle. C'est-à-dire que si vous achetez et si vous faites construire des chars nouveaux en grand nombre, il faut aussi, par exemple, qu'en matière de génie, c'est-à-dire la manière dont les chars, les moyens dont que les chars utiliseront pour franchir des fleuves, etc., soient à la hauteur. Il faut que le service de santé soit aussi renforcé. Il faut, si vous voulez, que tout ce qui entoure la mise en œuvre de ces équipements fasse l'objet d'une attention particulière. Et moi, demande à mes rapporteurs de bien regarder s'il y a non seulement des annonces de matériel nouveau, mais si tout autour, il y a les femmes et les hommes, et puis, j'allais dire, toutes les conditions techniques qui permettront d'utiliser ces matériels. Je crois que c'est très important et ça permet de sortir du piège de savoir si on aura 50 ou 100 chars supplémentaires. Alors, bien évidemment, il s'agit aussi de, toutefois, encore compléter ces difficultés que nous avons sur les forces armées qui manquent encore de matériel rénové. Ah ouais. Oui, on en vient à votre actualité sénatoriale, puisque vous êtes candidat à votre succession. Oui, je suis candidat, oui. Il me semble qu'il y a 6 ans, vous aviez dit que ça serait le dernier coup. Non, j'avais pas dit les choses de cette manière. J'avais dit que je verrais dans quelles conditions se présenteront les élections de 2023. Or, les élections de 2023, elles ont lieu dans un contexte qui est tout à fait particulier. Nous n'avons plus qu'un seul député
nous n'avons plus qu'un seul député dans le Val-de-Marne. Et du reste, c'est un des deux dans notre sensibilité qui existe en Île-de-France. Donc, ce sont en Proche-Couronne. Donc, c'est une situation... Donc c'est une situation politique qui nécessite le rassemblement. Ce rassemblement, je suis en train de l'opérer. La totalité des maires, conseillers départementaux et régionaux de ma sensibilité me soutient et m'a demandé de me représenter. Il y a eu une réunion le 15 avril qui a concrétisé ce soutien, de la même manière que j'ai nombre de nos chefs de file de nos sensibilités qui siègent dans les villes de gauche. Tous ces gens sont avec moi et nous devons, nous, en ce qui concerne le Val-de-Marne, capitaliser sur les succès des élections de 2014 et 2020. Je rappelle qu'en l'espace de 2 élections, dans un département de 47 communes, nous en avons repris 10 à la gauche et notamment au Parti communiste. Alors, bien évidemment, il faut que ceci ait une traduction dans les élections sénatoriales pour renforcer la majorité ici, pour renforcer l'action du président Larcher. Et donc, mais traduction, c'est quoi? Vous visez combien de sièges? J'en vise un de plus, c'est-à-dire nous étions 2 sortants, je vise un 3e siège et ce sera, je le souhaite et je fais tout pour, mon ami Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, qui va je l'espère, devenir sénateur et ainsi assurer la transition et fructifier la modeste influence que je peux avoir dans cette maison. Qui sera votre 2e de liste, puisque vous avez cité le 3e? Laissez-moi encore quelques heures et quelques jours et je vous assure que vous serez les premiers informés. On espère. Une dernière question rapidement, Fabrice. L'autre question, elle est là aussi nationale. On a l'impression que la droite est en train d'essayer de lancer sa campagne pour l'après-Macron. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce que vous avez vous-même votre candidat de prédilection? Je pense que tout ça est assez prématuré. Je crois que déjà on a un effort d'unité à faire. Je pense à nos amis de l'Assemblée nationale, qui sont quand même confrontés à une partie des députés les plus jeunes qui n'ont peut-être pas aussi fort que nous l'avons le sentiment d'union nécessaire dans un groupe parlementaire. Donc il faut que cet effort soit fait. J'ai vu que M. Ciotti va réunir des états généraux de la droite. Bon, tout ça constitue des premières étapes. Mais de grâce, ne nous lançons pas dans des élections présidentielles. Vous savez, 4 ans, c'est un siècle, pour ne pas dire 2, en politique. Donc nous avons encore le temps de nous préparer. Merci. Merci Christian Cambon. Je vous en merci prie, beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Et merci Fabrice. Bonne journée, bonne semaine. Bonne journée et puis à la semaine prochaine, Fabrice. On passe tout de suite au Club des Territoires.